Mesdames et messieurs, merci d'être présents pour la soutenance de doctorat de Fichi Sandre. Donc, elle a préparé ce doctorat à l'école doctorale Sciences, Ingénierie et Environnement, numéro 531. Et aujourd'hui, elle défend pour le titre de docteur avec la mention Sciences et Techniques de l'environnement. Donc, aujourd'hui, dans son jury est présent Jérôme Cachot, professeur à l'Université de Bordeaux. Je vais aller dans l'ordre. Laure Garrigue-Antard, professeure à l'université. Pardon, je me suis trompée. C'est la première pour nous. J'avais fait un sans faute. Sandrine Pain-Devin, maître de conférence à l'université de Lorraine. Olivier Geffard, directeur de recherche à l'INRAE de Lyon. Je représente Laure, Garrigue-Antard. Et Christophe Morin, professeur à l'université Paris-Est Créteil. Voilà, donc Fidji va faire sa présentation et s'en suivra une période de questions. Merci. Ah, j'ai oublié de me présenter, je suis Séverine. Enseignante-chercheur à l'université de Pau et des Pays de la Loire. Bien, bonjour à tous. Merci aux membres de mon jury d'être ici aujourd'hui et d'avoir accepté d'évaluer ce travail. Et merci à vous tous qui suivez ma soutenance de thèse. Donc je vais présenter mes travaux de recherche en vue de l'obtention du grade de docteur de l'Université Paris-Est Créteil. Et j'ai réalisé ma thèse au LESU, Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains, sous la direction de Laure Garrigue-Antard et la co-direction du professeur Christophe Morin. Et ma thèse s'insère dans la phase 5 du programme OPUR, qui est l'Observatoire des polluants urbains. Donc ma thèse s'intitule Évaluation écotoxicologique d'un polluant pharmaceutique d'intérêt émergent, le furosémide, et de ses produits de dégradation. Je vais commencer par vous présenter un peu le contexte de mon étude. En 2022, plus de 22 000 substances chimiques ont été enregistrées par l'ECA, l'Agence européenne des produits chimiques, et tous ces composés vont se retrouver dans différents domaines d'activité, vont être utilisés dans différents domaines d'activité. On a notamment des pesticides et des engrais utilisés dans l'agriculture, les hydrocarbures dans les transports, les médicaments dans les hôpitaux ou les cliniques vétérinaires, des produits d'entretien, des produits cosmétiques au sein des foyers ou des solvants, des métaux au niveau des industries. La liste n'est pas exhaustive. Une partie de ces composés va se retrouver directement appliquée dans le milieu naturel, tandis qu'une autre partie de ces composés va être utilisée ou consommée et se retrouver dans les eaux usées. Ces eaux usées vont être acheminées vers les stations de traitement des eaux usées qui ne sont initialement pas conçues pour éliminer tous ces composés. Donc tous ces composés se retrouvent également dans le milieu naturel où ils peuvent représenter un danger pour les écosystèmes. Donc ce problème de pollution est un problème connu depuis longtemps et du coup des politiques ont tenté de se mettre en place pour éliminer un peu une partie de ces composés. En France, au niveau national, on a par exemple eu le plan micropolluants dont l'un des axes principaux était de réduire à la source ces composés. Si on en consomme moins, on en retrouve également moins dans le milieu naturel. Sauf qu'il y a une partie de ces composés, une catégorie en particulier qu'on ne peut pas réduire à la source. Donc, il s'agit des médicaments ou des composés pharmaceutiques. Dû à leur usage thérapeutique, qui sont nécessaires pour la santé des populations, on ne peut pas les éliminer. Et ils sont même de plus en plus consommés dû à la prévalence de certaines pathologies ou encore au vieillissement des populations. Donc ces médicaments sont très consommés et ils vont se retrouver également dans le milieu aquatique où, à ce jour, il n'y a pas de réglementation sur leur concentration, que ce soit dans le milieu ou même en sortie de stations d'épuration. Donc ces différents composés peuvent poser problème pour l'écosystème aquatique. Et ce n'est pas le seul problème, puisqu'en fait ces molécules, au niveau du milieu naturel ou dans les stations d'épuration, peuvent être dégradées et produire plusieurs fragments qu'on va appeler des produits de dégradation. Et ces molécules sont à ce jour très mal caractérisées, il y a assez peu d'études sur ces composés, et pourtant ils peuvent être également problématiques. Donc c'est dans ce contexte que s'insère mon sujet de thèse. Donc l'objectif de mon travail, ça a été d'étudier un composé pharmaceutique et ses produits de dégradation, et de voir le risque qu'il représente sur les écosystèmes. Donc la molécule que j'étudie,
c'est le furosémide. Donc c'est un médicament qui est largement prescrit depuis presque 60 ans maintenant pour traiter les pathologies, qui est utilisé chez les patients qui souffrent de pathologies cardiaques. Et il se retrouve parmi les médicaments qui sont le plus vendus au monde. C'est notamment un des médicaments considérés comme essentiel par l'OMS. Comme il est largement consommé, il est également largement détecté dans le milieu aquatique. Donc ce furosémide peut se dégrader ici au niveau de l'amine secondaire et former deux produits, deux métabolites, donc la saluamine et le furfural, qui sont des métabolites connus pour le furosémide depuis quelques dizaines d'années. Cependant, même s'ils sont connus depuis longtemps, on a assez peu d'informations sur leur toxicité. Alors, dans le cadre de mon étude environnementale, je m'intéresserai moins au furfural, comme il est rapidement biodégradé dans l'environnement. En revanche, pour la saluamine, la seule étude, à ma connaissance, dans la littérature scientifique qui mentionne la saluamine, présente une toxicité chez la souris. Donc le furosémide peut également être dégradé à ce niveau-là, au niveau du cycle furane, qui va s'ouvrir et recycliser sur l'amine secondaire pour former un ion pyridinium. Donc on va appeler cette nouvelle molécule le pyridinium du furosémide. Et c'est un composé qui a été initialement découvert par nos collaborateurs de l'ICMPE, par électrochimie, mais il a été montré ensuite en 2014 et 2016 qu'on pouvait obtenir cette molécule par bioconversion du furosémide par des champignons représentatifs dans l'environnement. Donc ça en fait également un métabolite probable dans l'environnement. Plus récemment, en 2019, le pyridinium a été identifié comme un métabolite humain, puisqu'on en a détecté dans les urines des patients traités au furosémide. Donc mes directeurs de thèse se sont intéressés à sa toxicité, et ils ont montré plusieurs aspects. Donc une accumulation d'alpha-synucléine, c'est une protéine au niveau du cerveau, une inhibition de la chaîne respiratoire mitochondriale, ou encore, comme vous pouvez voir sur la photo, la mort des neurones dopaminergiques. Et ces trois paramètres sont des marqueurs précoces caractéristiques des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou Parkinson. Donc on se retrouve ici avec plusieurs molécules qui sont potentiellement qui sont toxiques, mais on ne connaît rien d'elles sur l'environnement. Donc la grande question que j'ai eue au cours de ma thèse, c'est est-ce que ces composés présentent un risque à des concentrations qui sont pertinentes dans l'environnement? Donc dans une première partie, je vais vous parler un peu plus du furosémide et pourquoi on a choisi le furosémide et certains de ses produits de dégradation comme molécules modèles dans notre étude. Et ensuite, on va s'intéresser un petit peu plus à la caractérisation du risque. Donc, pour caractériser un risque, je vais avoir besoin de deux éléments principalement. Le premier, c'est à quelle concentration sont mes molécules dans l'environnement. Le second, c'est à quelle concentration mes molécules sont toxiques. Donc, dans ma deuxième partie, on va s'intéresser à l'origine et au devenir du furosémide et de ses produits de dégradation. Donc, on va parler un peu plus de leur chimie, est-ce qu'ils sont présents, et à quelle concentration, est-ce qu'ils se dégradent. Et dans une troisième partie, on va parler un peu plus de leur toxicité. Je vais vous présenter l'approche que j'ai eue pour étudier leur toxicité sur différents modèles qui sont représentatifs de l'environnement aquatique. Donc, commençons tout de suite par parler un peu plus du furosémide. Donc, comme je vous l'ai mentionné dans mon introduction, le furosémide peut être dégradé. Il y a plusieurs voies de dégradation possibles et chacune de ces voies de dégradation va engendrer la production de différents produits de dégradation. Donc, je vous ai déjà parlé de la métabolisation, donc l'élimination par le corps humain qui va produire les molécules que je vous ai présentées et aussi quelques molécules qui sont issues du métabolisme de phase 1. Je vous ai parlé également de la bioconversion, donc c'est la dégradation par des micro-organismes comme les bactéries, les levures et également certains champignons. Et on a également la photodégradation, là ça va être la dégradation par des rayonnements, que ce soit des rayonnements solaires ou UV. Et on a aussi différents procédés d'oxydation chimique, comme les oxydations anodiques, les ozonations et la chloration, qui peuvent parfois être retrouvées au niveau des stations de traitement des eaux, et encore la décomposition thermique. Au final, ça nous fait pas moins de 44 sous-produits qui ont été identifiés pour le furosémide dans la littérature scientifique. Alors pourquoi je m'intéresse à cela en particulier? La plupart de ces produits sont très mal caractérisés. On n'a aucune information quasiment sur ces composés, et en plus, la plupart d'entre eux ne sont pas stables. Ils ont une durée de demi-vie très courte, ou alors ce sont des intermédiaires de transformation vers d'autres composés. Pour tous les composés qui restent, on ne dispose pas de standards analytiques au laboratoire. C'est-à-dire que pour étudier ma molécule, pour faire les tests de toxicologie, j'ai besoin d'avoir la molécule au laboratoire. On ne dispose des standards que de ces molécules-là.
Alors, grâce à notre collaborateur de l'ICMPE qui nous synthétise le pyridinium, on peut également étudier cette dernière molécule. Donc voilà pourquoi je m'intéresse en particulier à ces produits de dégradation. Et hormis ce que je vous ai présenté dans mon introduction, on ne connaît rien sur leur toxicité. En revanche, pour le furosémide, comme c'est un médicament, on a un peu plus de recul, il y a un peu plus d'études qui ont été produites à son sujet, notamment des études de toxicité aiguë, c'est-à-dire qu'on va regarder à quelle concentration le composé est létal sur différents organismes, et en général, c'est des concentrations de l'ordre du milligramme par litre. C'est-à-dire que c'est des concentrations très élevées et qui sont assez peu représentatives des concentrations qu'on a dans l'environnement. Hormis la létalité, j'ai également trouvé d'autres paramètres dans la littérature scientifique sur la toxicité du furosémide. On a notamment relevé une hépatotoxicité chez le rat et la souris à forte concentration, une activité œstrogénique in vitro également à forte concentration, et également de la génotoxicité chez le poisson zèbre, cette fois à des concentrations qui sont plus représentatives de ce qu'on a dans l'environnement. Mais globalement, on n'a pas beaucoup d'informations dans l'environnement sur cette molécule, alors en tout cas sur sa toxicité. En revanche, on a de nombreuses informations sur la présence du furosémide dans l'environnement aquatique. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette carte qui représente le nombre d'études dans lesquelles le furosémide a été quantifié, on a un certain nombre d'études au niveau de l'Amérique du Nord et de l'Asie, et également beaucoup d'études en Europe. Donc, ce furosémide est retrouvé un peu partout dans le monde, dans l'environnement aquatique, et il est retrouvé à des concentrations qui sont parfois importantes. Donc dans ce tableau, je vous ai résumé les différentes valeurs de concentration que j'ai trouvées dans la littérature scientifique. Donc vous avez les concentrations moyennes, les concentrations maximales en fonction des différentes matrices étudiées, et la dernière colonne représente le nombre de références dans lequel j'ai retrouvé des valeurs de concentration. Donc, ce qu'on peut constater ici, c'est qu'au niveau des rejets d'hôpitaux ou des rejets de stations d'épuration, on a des concentrations de l'ordre de quelques milliers de nanogrammes par litre, tandis qu'au niveau des eaux de surface, on a plutôt des concentrations de l'ordre de la centaine de nanogrammes par litre. Et on a également retrouvé le furosémide dans les matrices solides, comme les boues de stations d'épuration ou les sédiments. Donc l'ensemble des données que je vous ai présentées sur l'état de l'art du furosémide font partie d'un article de revue qui a été soumis au journal Environmental Science and Technology. Donc ce qu'on a pu constater dans ce tableau, c'est qu'on a de nombreuses données sur l'occurrence du furosémide. En revanche, on n'a pas de données sur la présence de ces sous-produits dans l'environnement. Donc ça va être l'objet de ma seconde partie. Donc on a commencé par faire un état des lieux du furosémide sur le bassin versant Seine-Normandie. Alors grâce à l'agence de l'eau Seine-Normandie, on a pu récupérer des données de concentration du furosémide sur le bassin versant en 2019. Et du coup, chacun des points représentés sur cette carte représente un site pour lequel on a des concentrations de furosémide. Donc vous pouvez voir quelques points un peu plus foncés. Ces points représentent des concentrations plus importantes. Donc on a une dizaine de sites qui ont des concentrations supérieures à 100 nanogrammes par litre. Et c'est des sites qui sont en général à proximité de rejets de stations de traitement des eaux. Sauf que ça représente que 1% des sites qui ont été étudiés, et sur 99% des sites, on a des concentrations beaucoup plus basses de furosémide, donc des concentrations diffuses au niveau des cours d'eau. Or, pour notre étude, on a besoin de faire l'évidence, on va dire, de nos produits de dégradation sur un échantillon qui est particulièrement concentré en furosémide. Donc pour l'instant, sur le début de cette étude, on s'est focalisé sur des rejets d'EHPAD. Comme le furosémide est majoritairement consommé par les personnes âgées, on s'est dit que les rejets d'EHPAD, c'était un échantillon très intéressant pour nous. Et du coup, grâce à notre collaborateur du laboratoire d'analyse départementale de Dordogne, on a pu récupérer plusieurs échantillons de rejets d'EHPAD qu'on a analysés ensuite par chromatographie liquide à ultra haute performance et spectrométrie de masse en tandem. Et voici les résultats de quantification qu'on a relevés pour nos différents composés. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que pour le furosémide, on a des concentrations très élevées, comme on s'y attendait sur les rejets d'EHPAD. Et on a également quantifié, pour la première fois dans un échantillon, le pyridinium et la saluamine à plusieurs milliers de nanogrammes par litre. Donc ils sont en proportion un peu moindre par rapport au furosémide, mais on a quand même des concentrations intéressantes de ces composés dans ces échantillons. Donc maintenant que la preuve a été faite, on s'est intéressé à des échantillons un peu moins spécifiques. Donc on a regardé les concentrations au niveau des stations de traitement des eaux usées.
on a pu récupérer des entrées et des rejets de stations de traitement de la station de Seine-Centre à Colombes, qui est pilotée par le SIAP. Et voici les concentrations qu'on a obtenues en entrée de station d'épuration. Donc on retrouve également le furosémide, à concentration moins importante cette fois, mais on retrouve quand même nos deux produits de dégradation et dans des proportions qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on avait au niveau des EHPAD. On a également regardé en sortie de station d'épuration, et voici les concentrations qu'on a obtenues. Donc on obtient quand même quelques centaines de nanogrammes par litre de ces composés. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'entre avant le traitement et après le traitement, on a quand même un abattement de ces différents composés. On a eu une élimination par les stations de traitement des eaux usées. Cependant, on a quand même quelques centaines de nanogrammes par litre qui sont rejetés dans le milieu naturel. On s'est donc posé la question, est-ce que dans la littérature, il y aurait des procédés d'élimination du furosémide qui seraient plus efficaces? Donc voici un résumé de ce que j'ai retrouvé dans la littérature scientifique. Vous avez l'élimination du furosémide en pourcentage, donc 100% d'élimination à 0% d'élimination, en fonction des différents procédés qui ont été testés. Ce que vous pouvez constater sur cette figure-là, c'est qu'il y a de nombreux procédés qui éliminent très efficacement le furosémide. La question, c'est en quoi est éliminé le furosémide? La plupart de ces études s'intéressent juste à l'élimination de la molécule mère et ne regardent pas quels produits sont engendrés par cette élimination-là. Donc on s'est posé cette question. Et du coup, on a regardé un peu plus en détail trois procédés d'oxydation en particulier. Donc la chloration, l'ozonation et UVH2O2, qui sont des procédés qu'on retrouve fréquemment dans la littérature. On a appliqué ces différents procédés à nos échantillons de stations nos échantillons d'EHPAD. Et on a regardé d'une part l'abattement du furosémide et également l'abattement de ces produits de dégradation connus et également s'il y avait une production de nouveaux produits de dégradation. Donc pour l'abattement du furosémide, on observe un abattement, une élimination quasiment complète pour la chloration et l'ozonation et une élimination un peu moindre pour les UVH2O2, donc entre 70 et 80%. Et ce qu'on observe, c'est que c'est cohérent avec ce qu'on avait relevé dans la littérature. Ensuite, pour le pyridinium, on observe un comportement similaire pour la chloration et l'ozonation avec un abattement quasiment complet et un abattement très variable pour les UVH2O2 selon les échantillons qui étaient considérés. Et enfin, pour la saluamine, on a observé un abattement moins important pour la chloration et les UVH2O2 et on a même un abattement négatif pour l'ozonation. C'est-à-dire qu'on a plus de saluamine après traitement qu'avant traitement. Donc on en est arrivé à la conclusion que le furosémide et le pyridinium pouvaient se dégrader en saluamine et que la formation de saluamine était favorisée même par l'ozonation. Donc ensuite on a regardé s'il y avait également la production d'autres métabolites, d'autres produits qu'on n'a pas étudiés directement ici. Et donc on a fait des analyses en spectrométrie de masse haute résolution pour identifier différents sous-produits. On a montré du coup la formation d'un nouveau sous-produit après la chloration et on a également montré la formation d'un autre sous-produit après UVH2O2 qui lui a déjà été identifié dans la littérature comme un produit de photodégradation. Au final, on a constaté que l'ozonation, l'UVH2O2 et la chloration éliminent le furosémide mais produisent des produits de dégradation qui peuvent être potentiellement problématiques. L'ensemble des données sur la chimie que je vous ai présentées font partie d'un article qui a été publié dans le journal Chémosphère en début d'année. Donc, revenons à nos concentrations. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on retrouve le furosémide et ses produits de dégradation à plusieurs centaines de nanogrammes par litre qui vont être dans les rejets de stations d'épuration, qui vont être rejetés dans l'environnement. Maintenant, on va s'intéresser aux concentrations environnementales. On a récupéré des échantillons d'eau sur la Seine en amont et en aval de l'agglomération parisienne. Et voici les concentrations qu'on a observées dans ces échantillons. Donc ce qu'on peut voir ici, c'est que le furosémide se retrouve de l'ordre de quelques dizaines à centaines de nanogrammes par litre. Et c'est pertinent par rapport à ce qu'on a observé d'une part dans la littérature, mais également sur le bassin versant Seine-Normandie. Et ensuite, on a observé pour la première fois dans les échantillons naturels la présence de saluamine et de pyridinium dans des ordres de grandeur proches de celui de du furosémide. Donc maintenant qu'on a nos concentrations environnementales,
Il nous reste à déterminer les concentrations toxiques. Donc pour déterminer les concentrations pour lesquelles nos composés sont toxiques, on a réalisé une étude sur plusieurs organismes représentatifs du milieu aquatique. Le premier, c'est l'algue verte Chlamydomonas reinhardt. C'est une petite algue verte unicellulaire qui dispose de 2 flagelles pour se déplacer et qui est un organisme, un producteur primaire, c'est un organisme chlorophyllien. Il va être un producteur de carbone important pour les écosystèmes, il va être à la source, à la base des chaînes trophiques. Ensuite, on a étudié la Daphnie, ou Daphnia magna, qui est un petit crustacé d'eau douce, qu'on surnomme aussi la bulle d'eau. Et c'est un modèle d'invertébré qui va plutôt être un organisme filtreur. Et enfin, on a étudié le poisson zèbre, le Danio, qui est un modèle de vertébré et qui lui va plutôt être un organisme prédateur. Donc tous ces organismes appartiennent à des niveaux trophiques différents, ils ont chacun des rôles écologiques différents dans les écosystèmes et surtout ce sont des organismes qui sont très fréquemment étudiés en laboratoire, donc on connaît très bien leur biologie et ils sont faciles à maintenir en laboratoire. Sur ces différents organismes, du coup, on a développé ou appliqué différents tests de toxicité dont j'aimerais vous présenter quelques exemples. Alors, le premier test que j'aimerais vous présenter, c'est sur l'algue verte, du coup, sur Chlamydomonas. On a exposé un nombre connu d'algues vertes initialement à nos différents composés, le furosémide, le pyridinium et la cellulamine, et on a regardé, 120 heures plus tard, différents paramètres. Donc la croissance, c'est-à-dire qu'on a recompté les algues, voir à quel point elles s'étaient développées. La mobilité, donc on a regardé si les algues étaient toujours mobiles ou si elles avaient toujours leur flagelle. Et l'air des algues, donc là on a regardé du coup la taille des algues. Donc j'aimerais vous présenter les résultats sur les expériences sur la croissance des algues. Donc, vous avez ici la croissance en pourcentage par rapport à mes contrôles, donc mes contrôles sont fixés à 100% de croissance. Et ce qu'on observe pour mes 3 expositions, c'est qu'on a une inhibition de la croissance des algues après exposition à mes différents composés. On a réalisé des tests statistiques et le test de Proskala-Wallis nous dit qu'on a même une inhibition significative de la croissance des algues à concentration forte, donc de l'ordre de 1 mg par litre, et à concentration environnementale aussi, de l'ordre de 700 nanogrammes par litre pour le furosémide et le pyridinium, et de l'ordre de 50 nanogrammes par litre pour la cellulamine. Donc une inhibition de la croissance des algues pourrait être problématique pour les écosystèmes, car comme je vous disais, ces algues sont à la base des chaînes trophiques. Un autre organisme que j'aimerais vous présenter, du coup sur la Daphnie, je réalise différents types d'expériences. Soit j'expose des Daphnies néonates, donc c'est des bébés Daphnies de moins de 24 heures, et je regarde après 48 heures leur mortalité ou leur rythme cardiaque. Soit j'expose des Daphnies adultes, et 24 heures plus tard, je regarde leur comportement. Donc c'est ce test de comportement que j'aimerais vous présenter ici. Pour observer le comportement des Daphnies, j'utilise un appareil qui s'appelle la ZebraBox. Donc c'est un appareil qui va me permettre de quantifier le déplacement individuel de chaque organisme. Et du coup, à ces différents organismes, je vais leur induire un stress, qui est ici une période d'obscurité. En fait, les périodes d'obscurité, l'obscurité chez la Daphnie va déclencher une réponse de fuite, et du coup, on va avoir une activité beaucoup plus importante. Donc je vais comparer l'activité de mes Daphnies en période de stress pour les Daphnies qui sont exposées versus les Daphnies qui ne sont pas exposées à mes composés. Donc, voici les différents résultats que j'ai obtenus pour le comportement. Donc vous avez ici le déplacement des Daphnies en pourcentage par rapport à mes contrôles, et on peut observer sur les 3 graphiques qu'on a un déplacement négatif. En fait, on a une inhibition du déplacement après exposition à mes 3 composés. On a même une inhibition significative de la mobilité des Daphnies dès 50 nanogrammes par litre pour les 3 molécules, qui sont des concentrations environnementales. J'ai également observé le déplacement des Daphnies en période éclairée et j'ai observé le même type de réponse. Donc en fait, on a une inhibition globale du déplacement des Daphnies après exposition à mes différents composés. Une inhibition du déplacement, ça pourrait avoir un impact sur la survie de ces organismes, puisque ça va impacter leur nourrissage, leur fuite par rapport à la prédation ou encore leur reproduction. Et dernier organisme que j'aimerais vous présenter, du coup, le poisson zèbre. J'ai réalisé plusieurs expériences également sur ce modèle. Donc soit j'ai exposé des œufs de poisson zèbre et 96 heures plus tard, j'ai regardé la mortalité.
soit j'ai exposé des œufs et j'ai regardé 6 jours après le rythme cardiaque, le comportement, donc de la même façon que chez la Daphnie, et le stress oxydant. J'aimerais commencer par vous parler du rythme cardiaque. C'est un paramètre qui nous intéressait particulièrement, puisqu'en fait, comme je vous l'ai présenté en introduction, le furosémide est utilisé chez l'homme en cas de pathologie cardiaque. Donc on voulait voir s'il y avait un impact sur le cœur pour les organismes non cibles. Donc pour regarder le rythme cardiaque chez le poisson zèbre, tout simplement, on va mesurer le nombre de battements cardiaques par minute. Et voici les résultats. Donc vous avez le nombre de battements cardiaques par minute pour les différentes expositions. Ce qu'on peut observer ici, c'est que pour le furosémide et le pyridinium, malgré une légère tendance, on n'observe rien de significatif. En revanche, pour la saluamine, on observe une augmentation significative du battement cardiaque des 50 nanogrammes par litre. Donc cette augmentation du rythme cardiaque pourrait également avoir un impact sur la survie des organismes, car il engendrerait une surconsommation des ressources énergétiques. Et enfin, dernier test que j'aimerais vous présenter chez le poisson zèbre, c'est la mesure du stress oxydant. Donc on va mesurer le stress oxydant à l'aide d'une sonde qui s'appelle le DCFDA. Donc en fait, c'est une molécule qui va pénétrer à l'intérieur des cellules et au contact d'espèces réactives de l'oxygène, elle va être clivée et produire de la fluorescence. Donc si on a des espèces réactives de l'oxygène, on va avoir plus de fluorescence. Donc vous avez ici les résultats qui sont représentés par rapport à la fluorescence de mes contrôles, qui est fixée à 100%. Et malgré des variations pour le furosémide et le pyridinium, on n'observe rien de significatif. En revanche, pour la saluamine, on observe une inhibition, on observe moins de fluorescence par rapport à mes contrôles, ce qui traduirait ici plutôt un effet antioxydant. On a même un effet antioxydant qui est significatif des 100 nanogrammes par litre, donc des concentrations environnementales. Et du coup, cet effet antioxydant peut également être problématique, puisqu'en fait, il va traduire une perturbation au niveau de la balance redox. Donc voilà pour les différents tests que je voulais vous détailler, mais au final, c'est une dizaine de paramètres qui ont été mesurés sur les différents organismes pour chacune des molécules. Donc je vous ai représenté les résultats de mes tests écotoxicologiques sur ce type de graphique, où vous avez pour chacun des axes un des tests que j'ai réalisés. La hauteur des barres représente le pourcentage d'effet qui a été mesuré, et le code couleur indique les concentrations d'exposition. Donc si on a des barres noires, c'est plutôt des concentrations de l'ordre du milligramme par litre qui ont été utilisées. Si on a des barres plus claires, c'est plutôt des concentrations de l'ordre du nanogramme par litre, donc des concentrations environnementales. J'ai fait ce type de représentation pour mes trois composés, et ça nous a permis de voir assez clairement en fait, qu'on avait un effet plus marqué du pyridinium et de la saluamine par rapport au furosémide sur plusieurs paramètres. À partir de ces données, on a également pu calculer les concentrations, les PNEC, les concentrations pour lesquelles on n'avait pas d'effet. Et ces PNEC se calculent à partir du paramètre le plus sensible, enfin, de l'organisme le plus sensible. Sauf qu'en fait, le paramètre déclassant pour chacune de mes molécules était le même, ce qui fait qu'on a calculé des PNEC équivalentes pour chacun de nos composés. Donc on était assez peu satisfait de ces calculs, puisque on a vu clairement que le pyridinium et la saluamine avaient un effet plus toxique, et on pense que du coup ça traduit assez mal la réalité biologique de la situation. Donc, ce que j'ai proposé, c'est de calculer un score de toxicité qui prendrait cette fois en compte le pourcentage d'effets mesurés et qui serait divisé par la concentration d'effets. Parce que si on a une concentration au milligramme par litre pour avoir un effet, ça n'a pas le même impact sur l'environnement que si on avait une concentration au nanogramme par litre. Et ensuite, j'ai proposé de modérer ce score de toxicité par un coefficient d'impact, que j'ai déterminé arbitrairement. Et c'est un coefficient qui va se baser sur l'importance du paramètre observé. Si le paramètre observé, c'est la létalité, le coefficient est de 1. Ensuite, si on a un impact sur la population, ça va être 0,8, un impact sur la survie individuelle, 0,6, et enfin un impact sur la physiologie, par exemple la taille des algues, on aura plutôt un facteur de 0,4. Donc à partir de ce calcul, on a pu estimer des scores pour le furosémide, 3,3, 4,1 pour le pyridinium et 5,9 pour la saluamine. Donc on était un peu plus satisfait de ces scores, puisque ça semble pour nous mieux refléter la réalité biologique, et du coup on pense qu'il serait intéressant d'essayer de les appliquer sur d'autres types de molécules. Donc
Je vous dis que ça reflète un peu mieux la réalité biologique, mais en réalité, chacun des tests que j'ai réalisés, c'était sur des composés seuls. Or, dans l'environnement, les organismes ne sont jamais exposés à une seule molécule. C'est des mélanges complexes de composés auxquels ils sont exposés. Du coup, on a voulu faire une première approche sur les mélanges de nos différents composés. Parce qu'en fait, les différents composés, en interaction, peuvent avoir différentes réponses. On peut avoir des effets antagonistes, c'est-à-dire que l'effet de nos deux composés combinés est moindre que leur somme. Un effet additif, donc là c'est juste la somme de l'effet des deux composés, ou un effet synergique, c'est-à-dire que les deux composés ensemble vont avoir un effet beaucoup plus important que juste la somme des deux composés. Donc on a regardé dans un premier temps à forte concentration chez la daphnie, en regardant la létalité, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a exposé nos daphnies au mélange 2 à 2 de chacun de ces composés. C'est-à-dire qu'on a exposé on a mis le composé 1 à concentration 1 avec le composé 1 à 2 à concentration 1, etc. Donc on a fait une matrice de concentration, et pour chacune de ces expériences, on a réalisé 3 réplicas. Ensuite, on a représenté ces données à l'aide du logiciel Combénéfit, donc il y a un petit logiciel qui nous permet d'avoir des graphiques en 3D pour mieux visualiser les différents effets des mélanges. Donc à forte concentration chez la daphnie, voici les graphiques qu'on a obtenus avec le logiciel, et ça nous permet de voir ici qu'on a un effet plutôt synergique de nos composés, c'est-à-dire qu'en interaction, ils ont un effet beaucoup plus fort que seul. On a même un effet synergique qui est plus marqué pour les mélanges où on a de la saluamine. Donc, comme on s'est intéressé aux concentrations environnementales pendant toute ma thèse, on s'est également intéressé aux concentrations environnementales pour les mélanges. Donc, on a fait des nouveaux tests sur la daphnie pour un paramètre qui est plus sensible que la mortalité cette fois, donc sur le comportement. Et voici les différents graphiques qu'on a obtenus à faible concentration. Donc, ce qu'on observe ici cette fois, c'est qu'on a plutôt un effet antagoniste, qui est du coup très différent de ce qu'on avait observé à forte concentration. Donc on ne comprend pas encore exactement comment marchent les interactions des mélanges, mais ça nous a permis quand même de tirer quelques conclusions. D'une part, l'effet des mélanges à forte et à faible concentration est très différent, donc ça ne nous permet pas d'extrapoler les effets à partir des fortes concentrations. Et d'autre part, l'effet des mélanges est difficile à prédire, et encore ici, on travaille sur des mélanges de 2 composés. Dans l'environnement, on a des mélanges beaucoup plus complexes. Donc voilà l'ensemble des données de toxicité que je voulais vous présenter, et donc, toutes ces données font partie d'un article qui est en préparation pour soumission à Environmental Science and Pollution Research. Donc au final, avec toutes ces données, est-ce qu'on a répondu à la problématique de ma thèse? Est-ce que le furosémide et ses produits de dégradation présentent un risque pour l'environnement aquatique? Donc on a vu que le furosémide était largement consommé. Il va se retrouver ensuite au niveau des stations de traitement des eaux usées. Une partie de ce furosémide peut être métabolisée, en formant notamment du pyridinium et de la saluamine, qui vont également se retrouver au niveau des stations de traitement des eaux usées. On a vu que le furosémide pouvait être éliminé en partie par les stations de traitement des eaux usées, mais une partie était quand même rejetée dans le milieu récepteur. La partie du furosémide qui n'est pas rejetée directement est transformée au sein de ces stations de traitement des eaux usées, et pour former différents sous-produits, dont le pyridinium et la saluamine, qui peuvent être même parfois favorisés par certains traitements dans les stations de traitement des eaux usées. Donc ces différents composés se retrouvent dans les milieux récepteurs, où le furosémide peut également être dégradé par bioconversion ou par photodégradation. Au final, c'est des concentrations entre 50 et 700 nanogrammes par litre environ qu'on a retrouvées pour le furosémide, et pour la première fois pour la saluamine et le pyridinium. Donc à ces concentrations environnementales, on a appliqué différents tests de toxicité sur des organismes représentatifs du milieu aquatique, et on a observé différents impacts, donc sur la croissance et la taille au niveau des algues, sur la mobilité, le stress oxydant et la fréquence cardiaque sur les poissons et les daphnies. On a observé non seulement un impact du furosémide, mais un impact parfois plus marqué sur certains paramètres du pyridinium et de la saluamine. Et on a vu que ces différents marqueurs pourraient avoir un impact sur la survie des organismes. Comme chacun des organismes a un rôle différent dans les écosystèmes, en impactant ces organismes, on peut également impacter leur fonction écosystémique. Donc au final, on a montré que oui, on avait un potentiel impact de nos molécules sur la survie des organismes, et potentiellement également sur les écosystèmes.
On a également montré qu'il était qu'il était nécessaire de prendre en compte les produits de dégradation dans les évaluations de risque, puisque ces produits de dégradation peuvent être potentiellement plus toxiques que les molécules mères. Et on a également montré de la même façon qu'il faut prendre en compte ces produits de dégradation au niveau des stations de traitement des eaux usées. En fait, la plupart des études qui s'intéressent à l'élimination du furosémide, l'élimination des composés dans les stations, s'intéressent à l'élimination de la molécule mère, mais ne prennent pas en compte les produits qui sont engendrés, qui peuvent être potentiellement problématiques. Et enfin, on a montré que l'approche multimodèle était non seulement pertinente, mais aussi nécessaire pour bien prendre en compte l'intégralité de l'écosystème, puisque les différents organismes ont des fonctions différentes, et surtout, ils répondent de façon différente aux molécules. Cependant, cette étude présente quand même quelques limites, notamment le faible nombre d'échantillons environnementaux qu'on a pu avoir. Donc, ça nous a permis, dans le cadre de notre étude, d'estimer les concentrations environnementales, les ordres de grandeur, mais on manque encore de recul sur ces données. Donc il serait intéressant par la suite d'avoir plus de données sur l'occurrence de ces composés, donc peut-être de les suivre au niveau de certains cours d'eau. Aussi, on a montré plusieurs impacts toxiques de nos molécules, mais on ne comprend pas les mécanismes qui sont derrière cette toxicité, et mieux comprendre les mécanismes nous permettrait une meilleure gestion des risques. Et également, on a pris en compte que certains des produits de dégradation. Donc, je vous ai montré dans ma première partie qu'on avait 44 produits de dégradation possibles pour le furosémide. Donc là, on n'a montré qu'une partie du problème. Et également, on a pris en compte que certains paramètres physiologiques, donc on n'a pas une liste exhaustive de la toxicité de ces molécules. Ces molécules peuvent également impacter d'autres paramètres. Donc au final, ça nous soulève encore quelques questions suite à cette thèse. On a encore quelques aspects à creuser. On aimerait notamment mieux caractériser la toxicité, enfin mieux caractériser ces différentes molécules, notamment la saluamine, puisqu'on a montré que c'était d'une part le métabolite le plus toxique, et d'autre part un métabolite qui était favorisé par certains procédés de station des eaux, de traitement des eaux usées. On a également appliqué sur le furosémide et ses produits de dégradation différents tests qu'on a considérés du coup comme des molécules modèles. Donc maintenant, ça serait intéressant d'appliquer ces méthodes à d'autres molécules. Donc là, c'est l'objet de la thèse de Luna Grimaud qui démarrera ma suite à la rentrée. Et on s'est également posé la question d'un potentiel impact sur la santé humaine, puisqu'en fait, l'effet chronique des produits de dégradation est encore très mal pris en compte pour la santé humaine. Et ma thèse fait partie du coup d'un projet interdisciplinaire où on prend également en compte cet aspect sanitaire. Donc on a voulu avoir quelques premiers résultats, en tout cas, sur cet impact sur la santé humaine. Donc on a fait une première étude sur des cellules humaines, donc des cellules de foie et de rein, puisque le furosémide est métabolisé au niveau du foie et du rein chez l'homme, et des cellules de cerveau, puisqu'on a montré un effet neurotoxique du pyridinium chez le rat, la souris. Donc sur ces différentes lignées, on les a exposées à nos composés, donc le furosémide, le pyridinium, la saluamine, également le furfural et le mélange des quatre. Et on a regardé après 96 heures les courbes de survie. C'est-à-dire qu'on a regardé la survie des cellules en fonction de la concentration d'exposition. Donc ça nous a permis de déterminer les concentrations pour lesquelles on avait 10% d'impact sur ces cellules. Et du coup, on a exposé des nouvelles cellules à ces EC10 et on a fait une analyse de protéomique derrière. C'est-à-dire qu'on a regardé l'ensemble des protéines qui étaient exprimées. C'est aussi pour ça qu'on s'est placé à l'EC10, c'est pour ne pas avoir trop de protéines qui étaient liées à l'apoptose, la mort cellulaire. Donc voici un aperçu des premiers résultats qu'on a obtenus en protéomique. Donc sur ces heatmaps, vous avez le nombre de protéines qui a été dérégulé pour chacune de mes expositions. Et vous avez en bleu les protéines qui sont sous-exprimées par rapport à mes contrôles, et en rouge les protéines qui sont surexprimées par rapport à mes contrôles. Je ne vais pas rentrer dans le détail du graphique, mais en fait, de nombreuses protéines qui ont été dérégulées suite à l'exposition de ces composés sont impliquées dans la perturbation endocrinienne, les maladies neurodégénératives et les cancers. On peut également constater qu'au niveau des mélanges, donc la dernière colonne, on a beaucoup moins de protéines dérégulées que pour les expositions seules, ce qui était un peu surprenant pour nous. Et aussi, aucune des protéines dans les mélanges n'était impliquée pour la perturbation endocrinienne, les maladies neuro ou les cancers. En revanche, les différentes protéines qui étaient dérégulées pour les mélanges sont impliquées dans les maladies cardiovasculaires.
ce qui peut être problématique au bout de l'utilisation du furosémide pour les pathologies cardiaques. Donc c'est des premiers résultats qui ont été traités pour les cellules de foie. On a également les résultats pour les cellules de rein et de cerveau qui sont encore en cours de traitement. Mais en tout cas, c'est une première approche protéomique prometteuse pour étudier un petit peu mieux l'impact sur ces cellules humaines. Et du coup, ça nous permet d'avoir un premier pied dans l'aspect sanitaire, puisque comme je vous disais, ma thèse fait partie d'un projet interdisciplinaire plus large qui regroupe un consortium de laboratoires, comprenant notamment des chimistes, des médecins et des épidémiologistes. Et au final, c'est en étudiant ces différents compartiments, donc que ce soit la santé humaine, la santé animale ou la santé environnementale, on rejoint ce qu'on appelle une approche One Health, une seule santé en français. Et du coup, c'est une approche qui prend en compte le fait que ces différents compartiments sont interconnectés entre eux, donc il faut les étudier ensemble. Et au final, c'est une manière d'aborder la santé qui permet de raisonner sur l'ensemble du système pour trouver des solutions qui répondent à la fois à des enjeux sanitaires et environnementaux. Donc, merci pour votre attention. J'aimerais remercier encore une fois les membres de mon jury d'avoir accepté d'évaluer ce travail, mes directeurs de thèse, sans qui ça n'aurait pas été possible, le directeur du laboratoire pour toute son aide, les membres de mon comité de suivi aussi pour leurs conseils et leur bienveillance. J'aimerais également remercier les membres de la cellule technique, sans qui une partie de ce travail n'aurait pas été possible, d'autres membres du LESIU avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant ma thèse, et tous les collaborateurs à l'extérieur du LESIU, sans qui cette étude aurait également été difficile, ainsi que tous les super stagiaires que j'ai eu la chance d'encadrer pendant ma thèse et qui ont participé à ce projet. Et j'aimerais également remercier les différentes tutelles et organismes qui ont aidé à financer ce travail de thèse. Merci.